La revue de presse préparée ce matin par Jules Boiteau. Bonjour Jules. Bonjour Antoine. Jules, à la une de votre revue de presse ce matin, un anniversaire, celui des 20 ans du référendum constitutionnel européen en France qui s'était déroulé, c'était le 29 mai donc 2005. Oui, à l'époque, Jacques Chirac est encore président de la République et son référendum sur l'Europe fracture le pays. Le 29 mai 2005, les Français rejettent à près de 55% le traitant visant à établir une constitution européenne. 20 ans plus tard, une question. Qu'est devenue la France du non? Le Figaro rappelle qu'à l'époque, la gauche antilibérale s'allie à la droite souverainiste dans les prémices déjà du mouvement des Gilets jaunes et des fractures françaises actuelles opposant les classes populaires qui ont voté majoritairement non aux élites qui, elles, ont voté majoritairement oui. 20 ans plus tard, qu'est devenu le plombier polonais, se demande de son côté le journal de gauche Libération. Le plombier polonais, symbole à l'époque du travailleur détaché et du dumping social, l'un des arguments qui fit pencher la balance en faveur du non, rappelle ce matin Libération. Mais 2 ans après le référendum, la France ratifie finalement le traité de Lisbonne qui en reprend les principaux éléments. Ce fut un coup d'État libéral selon le quotidien communiste L'Humanité. Cette trahison du verdict populaire a ouvert une grave crise démocratique en France et favorisé la montée de l'extrême droite et de l'abstention. 20 ans plus tard, croyons-nous encore en la politique? Question posée sur le site de Radio France ce matin. En tout cas, depuis ce jour, plus aucun président ne s'est risqué sur le terrain des référendums. À la une également de la presse ce matin, Jules, cette enquête du Washington Post sur les retombées économiques locales de la politique migratoire de Donald Trump. Oui, bienvenue à Winfield, en Louisiane, petite ville rongée par le déclin économique, mais qui retrouve des couleurs à la faveur de son centre de détention pour migrants. C'est même devenu le pilier économique local, selon cette enquête du Washington Post. Ouvert en 2019, le centre de 1600 lits, le plus grand de l'État, crée des emplois bien rémunérés et permet de financer d'autres services locaux comme les écoles. Et dans une ville où le quart de la population est touchée par la pauvreté, eh bien cette activité atténue les critiques contre la politique migratoire de Donald Trump. Une politique sévère, mais loin des promesses du candidat républicain. Selon NBC News, les expulsions actuelles, bien qu'elles aient augmenté sur 1 an, sont encore très loin de l'objectif de Donald Trump. C'est en 2013 que le record avait été établi sous la présidence de Barack Obama, avec environ 430 000 personnes expulsées sur 1 an. Le rythme est 2 fois moins important aujourd'hui, mais l'administration Trump veut faire son retard. Elle a augmenté de 50% le nombre de centres de détention. Elle a aussi augmenté la fréquence des vols d'expulsion. Dans la presse également, direction la Corée du Sud ce matin avec vous, Jules, où une commission d'enquête fait la lumière sur des décennies de systèmes d'adoption illégale. Oui, entre 1950 et 1990, près de 200 000 enfants originaires de Corée du Sud ont été adoptés dans au moins 14 pays différents, souvent de manière illégale. La faute aux agences d'adoption toutes puissantes à l'époque qui ont massivement falsifié des documents pour créer des déclarations frauduleuses d'orphelins. Un système mafieux de pots de vin a versé à des hôpitaux et aux autorités qui ont permis à ces agences de créer des enfants dits adoptables. Ces enfants faussement déclarés comme morts ou abandonnés ont été tout simplement enlevés à leurs parents biologiques. Exemple avec Choi Young-ja, 72 ans aujourd'hui, et dont le fils, déclaré disparu à 3 ans, a été envoyé en Norvège en 1975. C'est à l'aide d'associations qu'en 2023, grâce à un test ADN, elle retrouve son fils, âgé de 52 ans. Aujourd'hui, elle attaque et demande réparation à l'État sud-coréen et à l'agence d'adoption Holt, à l'origine d'une fabrique d'orphelins, selon la commission d'enquête. 367 plaintes ont été enregistrées depuis 2022.
On ne va pas se quitter là-dessus, on va parler de sport avec vous également, Jules, avant la finale de la Ligue des Champions, ce sera samedi. La plus petite des Coupes d'Europe a livré son verdict, c'était la Ligue Europa Conférence. Avec une victoire de Chelsea, on imagine que la presse espagnole comme anglaise s'en empare. Oui, Chelsea qui entre dans l'histoire en devenant la première équipe européenne à remporter les 3 principales coupes européennes, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et donc la Ligue Conférence, la moins prestigieuse des 3, vous l'avez dit. L'Europe, c'est fait, mon pote, peut-on lire ce matin en première page du Mirror Sport, même tonalité dans les pages du Daily Mail où les Blues ont complété l'ensemble après avoir renversé le Betis Séville 4-1. Côté espagnol, c'est plutôt la soupe à la grimace, vous allez le voir, atterrissage forcé pour le rêve sévillan, brisé en une du quotidien sportif AS au terme d'une finale cruelle pour l'autre quotidien sportif Marca où les Sévillans ont largement dominé en première période avant de s'effondrer. Merci beaucoup Jules pour votre revue de presse.